Merci Pascal. Donc la présentation s'intitule « Un concept de corridor riverain de conservation en milieu agricole pour la protection des cours d'eau et la conservation des sols dans un contexte de changement climatique ». La présentation est divisée en 3 parties. Dans l'introduction, je vais donner une définition et décrire un peu l'importance d'un corridor de conservation. Et ensuite, je vais l'expliquer un peu plus en détail et en utilisant comme exemple notre site d'étude qui est la zone agricole du bassin versant la Chalotière. Donc, un corridor de conservation peut être défini comme une zone tampon consistant de bandes ou de zones de végétation réparties dans les paysages afin d'influencer les processus écologiques, de protéger la biodiversité et de fournir divers biens et services à la population. Donc, plusieurs termes existent pour décrire les corridors de conservation. Ces termes sont souvent liés aux ressources spécifiques mises en jeu. Par exemple, on les appelle un corridor boisé ou forestier lorsqu'on veut plus parler de la protection des bois. On les appelle aussi un corridor faunique lorsqu'on parle plus d'un corridor mis en place pour faciliter le déplacement des animaux. Et en zone urbaine, on les appelle une trame verte. Et aussi, on les appelle des bandes riveraines lorsqu'on parle de la protection de la qualité d'eau. Et en milieu agricole, les corridors de conservation sont souvent répartis dans la zone riveraine, comme vous pouvez voir sur la petite photo, ici. Et bien sûr, un tel corridor va emmener toutes ces fonctions. Donc, un corridor riverain de conservation, ça a plusieurs fonctions, notamment de pouvoir protéger l'eau et le sol. Donc, je ne vais pas trop entrer en détail. Je vais plutôt donner une description un peu générale. Par exemple, les végétations présentes dans ce corridor vont protéger les particules de sol contre les gouttes de pluie durant la pluie et va aussi permettre au sol d'être plus résistant face au ruissellement en surface. Les sédiments qui sont en suspension dans le ruissellement vont aussi être plus en mesure d'être déposés en présence de telle végétation. Et aussi les nutriments comme l'azote et le phosphore, et aussi les contaminants comme les pesticides, auront plus de chances, qui sont dissous, auront plus de chances d'infiltrer dans le sol en présence de telle végétation. Et par la suite, on pourra prélever ces contaminants en faisant par exemple une récolte agroforestière. Les corridors riverains de conservation ont aussi pour fonction de favoriser les processus naturels dans le cours d'eau. De tels processus naturels peuvent être par exemple l'érosion de berge, qui dans un tel milieu naturel ne sera pas vu comme un problème et quelque chose qui est négatif et qu'on doit stabiliser en mettant des lampillements par exemple. Un corridor riverain aussi, ça aide à protéger l'habitat du poisson et autres espèces fauniques. Par exemple, de hauts arbres aux abords d'un cours d'eau peuvent contribuer à maintenir une température fraîche dans les petits cours d'eau si la végétation projette assez d'ombre à la surface de l'eau. Cela peut être bénéfique, par exemple, pendant l'été pour les espèces aquatiques vivant en eau froide. Donc, compte tenu de toutes ces importances des corridors de conservation, il existe donc des politiques et des réglementations favorisant leur implémentation, que ce soit dans le milieu urbain, forestier ou agricole. Au Québec, la réglementation des corridors riverains est aussi appelée la réglementation des bandes riveraines et provient de la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables du MD2P. Grosso modo, en zone résidentielle, la réglementation stipule une largeur minimale de 10 à 15 mètres. Et en zone agricole, la largeur minimale stipulée est de 1 mètre du haut du talus ou de 3 mètres de la ligne de haute eaux. Ici, le problème, c'est que en zone agricole, cet espace réglementaire de 1 à 3 mètres ne sera pas suffisant pour permettre au cours d'eau de poursuivre son évolution perpétuelle. Car en effet, dû au changement climatique actuel, des crues de forte magnitude plus fréquentes sont prévues. Cela implique donc que les cours d'eau vont moins évoluer à l'intérieur d'une bande riveraine de largeur fixe, mais vont plutôt vouloir évoluer au sein d'un espace plus grand, comme l'avait un peu expliqué plus tôt Thomas.
Et aussi dans le contexte du changement climatique actuel, des pluies de plus forte intensité, donc qui sont plus érosives, sont prévues aussi. Dans de tels cas, les petites bandes riveraines de 1 à 3 mètres vont être moins en mesure de fournir leur fonction d'assainissement, particulièrement durant la période de fonte de neige, où le sol est saturé en eau, où l'infiltration est faible et le ruissellement de surface le plus grand. Nous, on a fait cette observation dans notre site d'étude sur les terres agricoles en pente et qui sont proches des cours d'eau. On a fait cette observation durant la période de fonte de neige d'avril 2012 pendant une campagne de relevé terrain de traces d'érosion. Les relevés démontrent que du ravinement se fait à travers la mince bande riveraine de 1 à 3 mètres pour aisément déposer des sédiments et contaminants dans le cours d'eau, ici. Les ravinements sont surtout actifs sur des pentes qui sont plus de 8%, avec des longueurs pouvant aller jusqu'à 120 mètres. Contrairement aux zones en pente, avec sol nu et cultivé, comme on vient juste de voir, il est généralement connu que la présence d'une forme de végétation permanente et naturelle est capable d'apporter au sol une plus grande résistance face aux phénomènes d'érosion. Dans une telle zone avec végétation, comme ici, l'infiltration est favorisée. Par contre, là où la berge se situe, la nappe d'eau est très élevée, voire presque à la surface, ce qui fait que l'infiltration sera très faible dans un tel endroit. Ce qui peut-être est une des raisons pourquoi les minces bandes riveraines réglementaires de 1 à 3 mètres situées dans la zone saturée en eau ne favorisent pas l'infiltration. Dans certains secteurs du paysage de notre site d'étude, la CAPSA, qui est l'organisme en charge du bassin versant, en collaboration avec plusieurs fermes, ont implémenté des bandes riveraines élargies afin de conserver le sol et protéger l'eau. Comme vous pouvez voir sur ces deux photos, cette bande riveraine élargie ici est plus récente et le fermier a donc décidé de ne plus cultiver là-dedans, mais de plutôt faire une forme de culture agroforestière. Donc, partant de ces principes et de cette philosophie, et en utilisant les données géomatiques disponibles pour notre projet, on a fait la conception de bandes riveraines élargies pour tous les cours d'eau en milieu agricole de notre bassin versant. En tout, la conception s'est faite le long de 117 km de cours d'eau. Les cours d'eau sont montrés ici en foncé. Durant le processus, on a tenu en compte les règles préétablies en matière de design de corridors riverains et qui sont surtout largement condensées dans une publication récente de Bench Group 2008. Donc, on a tenu en compte plusieurs règles, comme par exemple, lorsque le coulement de surface est uniforme ou bien divergente, on va implémenter un corridor riverain qui est plus petit, moins large. Par contre, en présence de ruissellement de surface convergente et concentrée, on va là implémenter un corridor riverain qui est plus large. À la jonction du corridor riverain et de la zone agricole, on fait la conception du corridor riverain en suivant le contour topographique. Et aussi, d'autres règles à suivre, c'est d'essayer de maintenir ou de rétablir la connectivité terrestre entre les différents fragments de forêt situés dans la zone de conception. Ensuite, pour calculer le gain en conservation de sol grâce au corridor riverain conceptualisé, on a eu recours au modèle d'érosion Russell-Kahn. Le Russell-Kahn, c'est tout simplement une équation universelle révisée de perte de sol pour application au Canada. C'est une équation qui procède par la multiplication de 4 facteurs d'érosion, notamment l'érosivité de la pluie, l'érodabilité du sol, la topographie et l'utilisation du sol et pratiques culturales. Dans notre cas, la topographie a été caractérisée par stéréoscopie satellitaire à 1 mètre résolution. Les données sur l'utilisation du sol et les pratiques culturelles ont été obtenues par télédétection satellitaire à 50 cm résolution
d'images provenant du mois d'avril 2012, durant la même période qu'on a fait notre relevé. Donc, en multipliant les 4 facteurs, on a une matrice de perte de sol qui, dans un système d'information géographique, on peut les catégoriser en différentes catégories préétablies pour les sols canadiens. Et ces différentes catégories démontrent l'érosion allant de plus faible à très sévère. Cette carte ici montre notre matrice de perte des sols catégorisée en plusieurs catégories. On peut voir d'ores et déjà, et ensuite, ici, on a superposé le corridor riverain conceptualisé sur cette matrice de perte des sols. On peut voir d'ores et déjà les traces d'érosion qui ressortent et qui, potentiellement, sont déjà couverts par le corridor riverain. En tout pour tout, notre corridor riverain requiert la conversion de 2 km² des terres cultivées, ce qui représente environ 7% de toutes les terres agricoles du bassin versant. Mais cela va aider à réduire l'érosion dans le bassin versant par 40%. Donc, une fois composée de végétation d'herbacées, arbustives, arborescentes, la bande riveraine élargie pourra agir comme un corridor riverain pour restaurer la connectivité terrestre, maintenir la biodiversité aquatique et surtout instaurer un espace de liberté pour que le processus naturel dans le cours d'eau, tel que l'érosion de berge, puisse se produire sans nécessiter des interventions coûteuses et non respectueuses de l'environnement, telles que la stabilisation des berges avec des méthodes d'empierrement. En conclusion de cette étude, les points à retenir peut-être, c'est qu'en milieu agricole, les zones riveraines en pente et cultivées ont des pertes en sol qui dépassent largement le taux de formation naturelle du sol. Il peut être envisagé que ces zones sont les plus à risque à une dégradation permanente dans un contexte de changement climatique. Le corridor riverain couvrant de telles zones sujettes à une dégradation peut être un moyen de conservation du sol, en réduisant l'érosion in situ et en réduisant l'export de sédiments et contaminants. Pour le moment, le corridor est plus connu comme quelque chose qui peut protéger l'eau hors site seulement. Cependant, une protection durable des cours d'eau peut être atteinte en milieu agricole en passant par la conservation des sols, ce qui serait peut-être un moyen d'encourager les fermes à céder des terres pour l'implémentation de corridors pour en même temps protéger leur sol à eux et protéger la qualité de l'eau hors site. Peut-être un message à passer, c'est que de donner plus d'espace aux cours d'eau afin d'accroître leur résilience tout en apportant des bénéfices écologiques majeurs. Mais il faut néanmoins concéder que c'est un changement radical de notre mode de gestion qui peut paraître plus coûteux au début, mais dont les bénéfices à moyen et long terme sont presque assurément plus grands, surtout lorsqu'on tient en compte des conditions climatiques changeantes et des services écologiques. Et on voudrait remercier la MAPAC pour le financement du projet, ainsi que la CAPSA, l'organisme du bassin versant qui nous a aidés dans le relevé terrain. Merci beaucoup.